Bien, bonsoir à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale. C'est un immense plaisir ce soir de recevoir René Dautelonde et dans un cadre très très particulier, car vous êtes tous venus, je crois, l'autre soir. Il y avait tellement de monde qu'on vous a peut-être forcément reconnu dans la foule intense pour voir Mai 68, cette exposition que nous avons ouverte sur l'enseignement de l'architecture. Alors quand on a monté cette exposition avec le colloque très sérieux qui l'accompagnait, on s'est dit, il faut aussi peut-être projeter quelque chose, c'est l'utopie. L'utopie qui était portée par cette époque, comment a-t-elle pris corps architecturalement? Et il se trouvait qu'il y avait un exemple absolument formidable, mais c'était presque servi sur un plateau, c'était l'histoire de René Dautelonde et ce Lyon 2. Alors vous allez me dire, l'architecture est un travail d'équipe, bien sûr nous allons en parler ce soir, et la figure de Jean Prouvé va immédiatement surgir derrière moi, c'est évident, bien sûr. Donc, mais si je dis René Dautelonde, c'est qu'il est là ce soir, c'est lui qui incarne cette histoire, il va nous raconter cette histoire rocambolesque, car aujourd'hui, je parle sous son contrôle, il paraît impossible qu'un projet comme ça puisse aller au bout. En tout cas, se lancer, évidemment, un projet d'université, ça c'est possible. Mais un projet d'université dans des conditions comme ça d'expérimentation, car c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on demandait aux architectes là d'inventer quelque chose. Exactement quand on demandera à Rogers et Piano d'inventer une machine de la culture. Donc c'était quand même ces projets absolument fabuleux qui étaient portés par cette époque et que nous allons revivre ce soir grâce à René et Raoul Pastrana. Voilà, qui au début va passer les images et évidemment, nous sommes là dans une discussion très très ouverte et nous pourrons apporter quelques contradictions, quelques questions, n'hésitez pas. Voilà, je passe la parole à René pour cette utopie véritablement construite. Alors c'est une histoire vraie que je vais vous raconter, vraie mais invraisemblable. C'était en février ou en mars, je ne sais plus quelle année aussi, de l'année qui a suivi les événements de mai 68, donc en 69, et je reçois un télégramme où on me dit vous êtes désigné pour la construction de l'université qui ne s'appelait pas Lyon-Bron à cette époque, mais qui était l'université de Lyon 2. Soyez rendez-vous au rectorat à telle date. À cette date, je me rends donc au rectorat et je suis en retard et j'entre dans la grande salle du rectorat et il y avait un spectacle absolument invraisemblable. On aurait cru les réunions du salut public, du comité de salut public en 1793. C'est vrai, je n'exagère pas. Il y avait des gens debout sur les chaises, sur les tables, qui haranguaient. Et dans le fond, coincé le long du mur, il y avait le recteur et le représentant du ministre qui était là. Et alors effectivement, c'était des invectives, c'était oui, et alors, et qu'est-ce qui va se passer avec notre programme? Vous nous avez promis que nous ferions nous-mêmes notre programme. Et les représentants du ministre disaient, mais non, mais monsieur le ministre nous a prié de vous rassurer, vous ferez exactement, effectivement, le programme que vous voudrez. Bon. Et puis après, quelques secondes après, ou quelques minutes après, oui, et le financement, le financement. Mais le financement est en place, messieurs. Soyez tranquilles, monsieur le ministre nous a encore une fois assuré, et ça durait comme ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, et l'architecte, c'est qui? Alors, quelqu'un m'a désigné, on s'est tourné vers moi, et on m'a dit, mais toi, t'es qui? Alors j'ai dit qui j'étais. Et comme j'avais passé beaucoup de temps dans la cour de l'école pendant les événements, j'étais tout à fait rodé à ce type d'interpellation, à la violence des mots, et choses comme ça. Ça ne m'impressionnait pas du tout. Et effectivement, j'ai répondu très à l'aise qui j'étais. Et alors ils m'ont dit, bah oui, alors comment tu vois les choses? Et j'ai dit, écoutez, c'est très simple. À la fin de cette réunion, quand on va être entre nous, on va se mettre autour d'une table et on va commencer à travailler. Et ça, je veux dire, curieusement, ça a été les mots qu'il fallait prononcer. Et parce que aussitôt, il y a eu une espèce de confiance qui s'est établie, et effectivement, c'est comme ça que nous avons fait, et nous avons passé une soirée à travailler, qui était une soirée,
une des plus belles que j'ai pu vivre dans ma carrière professionnelle. Alors, tout ça quand même est absolument invraisemblable. Des étudiants à qui on dit « vous ferez le programme, vous aurez le financement », on ne peut plus imaginer ça. Et alors, en fin de compte, la question c'est, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? D'abord, pourquoi Lyon? Alors, c'est vrai qu'à Lyon, les événements 68 ont été particulièrement violents. Il y a eu un commissaire de police qui a été tué, et puis aussi ce comité qui s'était créé, qui était d'étudiants et enseignants, était d'une manière quelconque, je crois que, je ne sais pas s'ils étaient montés à Paris, mais d'une manière quelconque, ils avaient fait savoir que eux étaient preneurs pour vivre une expérimentation, et c'est comme ça qu'ils ont été choisis. Alors, et puis alors, l'autre question qui se posait, c'était, et moi là-dedans, comment se fait-il que j'ai été désigné pour cette opération? Il faut se souvenir qu'à l'époque, pour faire une université, il fallait le Grand Prix de Rome, ce que je n'étais pas. Et alors, moi-même, le premier, je ne savais pas d'où pouvait tomber cette espèce de miracle, ça tombait du ciel et tout ça, comme ça. Et en fin de compte, à la réflexion, mais c'est venu bien après, il faut se souvenir que comment dirais-je, avait été nommé ministre de l'Éducation nationale le plus futé, le plus malin des ministres de cette République, qui était Edgar Faure, qui était un homme de tous les coups, de tous les bons coups d'ailleurs. Et on disait de lui, mais ça tout le monde connaît cette formule, on disait de lui qu'il était une girouette. Et il répondait, c'est pas le vent, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Ce qui là aussi ne manque pas de répartie. Donc ça explique donc, ce pourquoi et j'ai trouvé que c'était d'autant plus astucieux de la part d'Edgar Faure que j'imaginais, ayant vécu cette situation, tu es qui, toi, et tu vas faire quoi, comme ça, qu'est-ce qui se serait passé si on avait envoyé un Grand Prix de Rome avec son petit nœud papillon, son costume bleu marine, sa Légion d'honneur, forcément, le type se serait fait broyer aussitôt. Et or, il fallait absolument donner des cautions. Et Edgar Faure était en train de donner une caution au monde étudiant. Vous pouvez nous faire confiance. C'est d'autant plus, enfin, je veux dire que c'était d'autant plus malin de sa part que, entre-temps, il y avait eu des élections législatives, que la droite avait repris une majorité, très large majorité, qu'elle avait en plus de ça fait une loi qui était la loi d'orientation universitaire, qui d'ailleurs est une loi absolument invraisemblable. C'est une loi de gauchistes, resituée maintenant. Donc, c'était des circonstances. Ce régime avait tellement besoin de donner des cautions, il faut dire qu'ils avaient eu une trouille folle. Ceux qui n'ont pas connu, et vous êtes sûrement nombreux, ne peuvent pas se souvenir que De Gaulle, le président, était parti en cachette, même en cachette de son ministre, de son premier ministre Pompidou, il était parti voir ses troupes qui étaient stationnées à l'est de la France et qui étaient partis s'assurer de la loyauté de l'armée. Je sais vous dire à quel point c'était une trouille fantastique. Il faut se souvenir aussi quand même que la France a été bloquée. Tu ne peux pas me dévisser ça, j'y arrive pas. Eh oui, mais attends, si je peux pas. Ah ouais, ça y est, excusez-moi. On n'est plus servi. Merci. Merci. Donc, un régime en pleine débandade, qui avait repris les rênes, c'est vrai, mais qui savait qu'ils avaient besoin de donner des cautions, en particulier au monde étudiant. Le monde ouvrier, ça y était, c'était réglé, mais le monde étudiant, c'était pas fait. Et il y avait donc deux universités qui étaient lancées. Il y avait celle de Vincennes. Oui, on t'a vu, va. Et il y avait celle de Vincennes, où là, l'ambition était purement, c'était déjà beaucoup, mais ça a été différent. Mais Lyon, on partait du début et c'est nous qui faisions comment dirais-je, qui faisions le programme. Alors pour faire ce programme, d'ailleurs, on s'était associé avec un copain
qui était enseignant et qui était sociologue et qui a fait un travail absolument extraordinaire. Je reviendrai là-dessus. Donc, la première étape se passe très bien, c'est-à-dire cette complicité qui s'établit avec les étudiants, tout à fait fondamentale. Mais en fin de compte, arrivé là, comment est-ce qu'on allait aborder un programme? Il faut se souvenir que le programme était de 50 000 mètres carrés. On rêve. Et ah putain, j'ai un chat dans la gorge. Tu peux pas faire quelque chose pour mon chat, non? Donc, arrivé, on se retrouve à Paris et il nous fallait absolument des conseils. Il fallait que quelqu'un nous conseille comment commencer, comment aborder ces choses-là. Et c'est à ce moment-là que Ingelise Wick, qui était enseignante avec Raoul Pastrana, qui lui-même travaillait ou avait travaillé avec Jean Prouvé, a prononcé le nom de Jean Prouvé. Et je veux dire que, comment dirais-je, aussitôt l'adhésion à cette proposition a été unanime, parce qu'il faut dire que Jean Prouvé, c'était, pour les gens de notre génération, c'était quand même, c'était un espèce de pape, il était respecté, très respecté. C'était un inventeur né, et qui plus est, il était extrêmement ouvert. C'était quelqu'un à qui une équipe jeune pouvait faire confiance. La question au début n'était pas de lui demander ce qui s'est passé par la suite, c'était simplement, dis-nous, donne-nous quelques conseils, comment est-ce qu'on aborde, comment est-ce qu'on accroche les premières choses. Et là, en fin de compte, il est resté jusqu'au bout de l'opération. Ça a été ô combien. Donc, Jean Prouvé, oui, alors, c'était, enfin, presque une anecdote, mais parce que voyager avec lui, c'était un vrai plaisir, c'était une leçon de choses ou une leçon de technique permanente, c'est-à-dire que vous montiez dans l'avion, à l'époque c'était la Caravelle, et il disait, tu sais pourquoi c'est le seul avion où on peut rabattre la porte au plafond? Ben, il dit, c'est parce que dans cette section, c'est un cylindre parfait. Et tu sais, les efforts, quand il y avait un peu des perturbations, tout ça, il disait, tu sais quels efforts subissent les ailerons? Il vous racontait tout ça. Et quand on arrivait dans l'aéroport et qu'il voyait qu'il y avait des stores vénitiens métalliques situés à l'intérieur, il disait, mais ils n'ont absolument rien compris. Ils veulent rafraîchir et en fin de compte, ça sert de radiateur. Bref. Et c'était comme ça en permanence, c'est-à-dire que sans arrêt, il faut alimenter en leçons de simples et choses comme ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a donc fait ce long parcours avec Prouvé. C'était un audacieux, et quand même, je voudrais dire, avec affection, que quelquefois, il nous entraînait dans des histoires invraisemblables, et le chantier était démarré depuis un certain temps, et nous avions déjà réalisé 15 000 mètres carrés, c'est pas rien, 15 000 mètres. Quand le type de la DDE qui suivait le chantier me dit, tiens, vous devriez demander à monsieur Jean Prouvé, quand vous le verrez, ces certificats, enfin, qui attestent que la structure qui nous avait conseillé à cette époque était bien homologuée et tout ce qui s'ensuit. Alors donc, qu'est-ce que c'était des notes de calcul et tout ça? Il me dit, attends, une note de calcul, il y en a, mais c'est pas la peine de les montrer à Securitas ou n'importe quoi. Ils seront incapables de comprendre ce qui se passe. Et on s'est retrouvé sans certificat, 15 000 mètres carrés de construit, et fort heureusement, Jean a dit, aucune difficulté, on va construire un prototype sur place et on va le charger jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et effectivement, cette construction s'est effondrée au bout de 3 fois la charge qui était requise par les règlements. Donc, voilà, mais enfin, on passait de très bons moments. J'en Prouvé à ce moment-là, alors, après, quand même une note, parce que c'est la mémoire qui flanche. Oui, je ne sais pas s'il faut... Non, non, c'est pas la peine. J'allais vous lire
un passage de la loi d'orientation pour vous dire à quel point elle était progressiste, mais le mot est très faible. C'est-à-dire, on parlait en particulier qu'il fallait enseigner les arts en même temps que la technique, et qu'il fallait accueillir toutes les populations, celles qui n'avaient pas eu la chance dans la vie de pouvoir, pour les élever. Bon, bref, c'était quand même absolument extraordinaire. Bien entendu, cette loi a été très vite oubliée, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, elle était là. Alors, une des premières réactions de Prouvé, depuis le début, moi je traînais un vieux fantasme, c'était que cette université devait être une grande nappe percée d'atrium. C'était l'image un peu que d'autres que moi ont utilisé, Berlin et autres. J'espère qu'il vous passe quelque chose qui correspond à l'université. Non, parce que je le connais. Non, mais d'accord. D'accord, 2 fois mettre vieux. Bref, quand il avait vu cette grande nappe qui, pour l'instant, n'était pas adaptée à un terrain, puisqu'on n'avait pas le terrain. Et Et au Tito, il a dit, écoute ça mon vieux, ça c'est Petrov. Il faut le procédé Petrov. Alors le procédé Petrov, tu as dit? Ah bon. Alors le procédé Petrov est effectivement un truc formidable, qui se boulonne, qui part dans tous les sens. Raoul vous en dirait plus, tout à l'heure. Non, pas juste après, si tu permets. Non, parce que le dernier problème, alors donc on avait l'adhésion des étudiants, on avait l'aide de Prouvé, tout ça allait très bien, mais il y avait une autre donnée quand même qui était à prendre en compte, c'était l'urgence. On nous disait qu'il fallait assurer la rentrée universitaire de 1971, c'est-à-dire que nous avions devant nous, en gros, 24 mois. Nous n'avions pas le programme. Nous devions intégrer les nouvelles demandes de la loi d'orientation, c'est-à-dire de favoriser la pluridisciplinarité, d'intégrer les nouvelles méthodes d'enseignement et également d'accueillir les populations non universitaires, ce qui était quand même, par rapport au paysage de cette époque, c'était quand même pas facile. Donc nous avions ça. Je voudrais dire, oui, quand même. Alors, je voudrais dire juste, revenir un peu sur cette histoire du terrain, parce que le ministère avait bien dit qu'il ne fallait plus construire, fort de l'expérience de Nanterre, il fallait surtout ne plus construire d'équipements universitaires en dehors des agglomérations, parce qu'on savait que là, ça créait un bouillon de culture, ça foutait le bordel. Donc la consigne était claire du ministère, on implante des constructions universitaires que là où il y a de la population. Alors on arrive à Lyon, il y avait Jacqueline Canipel qui était la sous-directrice des équipements supérieurs, il y avait donc le préfet et le recteur. Et le préfet nous dit, oui, il y a un terrain qui effectivement serait pas mal, mais enfin, c'est le terrain de la Pardieu, qui à cette époque était quand même un terrain libre. Ce serait pas mal, mais enfin, pour des raisons d'ordre public, vous imaginez pas, on peut pas quand même faire ça. Non, on a un autre terrain qui est le terrain sur lequel d'ailleurs on s'est implanté, qui est Bron-Parilly. Alors Bron-Parilly, pour vous situer, c'est entre 2 autoroutes. Enfin, les autoroutes sont en angle droit. Il n'était pas construit, mais il y avait déjà le tracé. Et alors, on fait remarquer que il n'y avait pas beaucoup de population autour, comme ça. Non, mais c'est pas grave, on va construire la ville autour. Il n'y a pas la ville, mais on va la construire. Bon, et 30 ans après, la ville n'était toujours pas là. Bref, donc ça c'était pour donc parallèlement à ça, le programme commençait à s'étoffer. C'est-à-dire, on arrivait à comprendre quelles étaient les aspirations profondes des étudiants, comment ils imaginaient leur université,
Alors, la première chose qui revenait en boucle, c'était surtout pas le modèle actuel, surtout pas l'université bourgeoise, 4 colonnes, un fronton, des emmerchements, ça, absolument pas. Il faut que ce soit une image de modernité. Et puis, ce qu'il faut également, alors il y avait comme ça des choses on sentait que ça avait compté pour eux, ils disaient, et puis ce qu'il faut, c'est changer la relation entre l'enseignant et l'enseigné. Il faut cesser cette relation comme ça, il faut faire des choses plus complexes et c'est là qu'on s'est mis à faire des amphithéâtres avec des sièges pivotants. Alors, les mauvaises langues disent que c'était pour que les étudiants puissent tourner le dos au professeur quand son cours était trop mauvais. La réalité, c'était que les étudiants puissent se retourner les uns vers les autres pour former des sous-groupes. Mais bon, cette expérience, c'était au bout de 3 semaines, on était obligé de l'annuler parce que les sièges se sont mis à grincer. Donc, c'était pas possible. Il parlait beaucoup de la transparence. Et il disait, quand un professeur travaille dans un local dont il sait que de l'extérieur, on pourra le voir, son comportement est différent. Alors, moi, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais ça semblait quand même quelque chose qui... C'est pour ça que tous nos locaux d'enseignement avaient une fenêtre qui donnait sur la circulation. Donc, voilà. Et puis, il fallait que ce soit... Et il fallait surtout que ce soit une architecture dont on sente que c'est une université qui, sans arrêt, doit se remettre en cause. Il fallait provoquer une remise en cause. Et notre réponse, qui va se confirmer après, c'est qu'il fallait que cette architecture semble pas terminée. Il fallait qu'on ait toujours que les occupants aient le sentiment que ce serait simple de s'accaparer les locaux, de s'accaparer les lieux, mais en même temps de pouvoir les transformer. Ça n'a pas été fait comme on l'espérait. Ce qui fait que cette université était un immense mécano. Et Raoul vous expliquera tout ce jeu de l'urgence, j'en ai parlé. Donc on parle du parti ou tu parles de comment on l'a fait? Je pense que vous commencez par parler de la structure. La structure, justement, Petrov, qui est un système des toitures extensibles. L'idée initiale d'éprouver, en 62 et 63, quand on a étudié dans son bureau de recherche ce type des propositions structurales, l'idée c'était couvrir un territoire. Couvrir un territoire tout simplement comme tout le monde, parce que autour de nous, il y avait un certain nombre de personnes qui pensaient exactement la même chose et travaillaient sur des structures qui se développaient à l'infini, sans limite. Ça nous convenait très bien pour ce qu'a dit René, justement, qu'à partir d'un élément, qui est celui-là, dans lequel s'intégrait un poteau, comme vous avez pu voir, ici, on pouvait, dans les angles, développer un système qui ne s'arrêtait pas. Et nous, on voulait montrer justement que nos bâtiments ne s'arrêtaient pas, n'étaient pas finis, ils étaient un process. Et ce type de structure nous a donné la possibilité de travailler justement avec toujours cette idée des prolongements possibles des planchers. C'est pour ça qu'on a chaque fois prolongé au-delà de la façade la structure. La façade était très particulière dans le sens qu'on ne l'avait jamais utilisée, c'était Matra, et c'était un projet éprouvé Matra, et on avait 3 types de panneaux, un panneau fermé complètement, un panneau plein, un panneau vitré, et les panneaux d'angle vitrés. Sauf que on ne s'est pas limité à travailler sur la trame proposée par le système sur 1,50 m, on a superposé une trame de 1,06 m aussi. Enfin, on voulait tout. Et on a presque tout obtenu. Enfin, bon, je continue.
Non, c'est vrai. Voilà la coupe de principe. L'avantage de ces types de panneaux, de structures, c'est qu'elle permet de passer tout type de fluide à l'intérieur, dans les 60 cm qui fait la structure. Voilà l'idée d'un bâtiment qui pouvait évoluer, qui pouvait s'adapter, qui pouvait montrer qu'il n'était pas fini. Et ça nous semblait extrêmement important par rapport aux colonnes et aux tampons des universités traditionnelles. Les cloisons étaient banaux. C'était des cloisons de Renéau. Tu parles des cloisons de Renéau-Banaux. En réalité, on les a obligés à concevoir un système qui s'adaptait complètement à la trame de la façade. C'est-à-dire qu'on avait exactement la même trame à l'intérieur qu'à l'extérieur. En plus, avec les panneaux d'angle dont parlait tout à l'heure Dautelonde, que étaient systématiquement, chaque fois qu'on tournait autour des cloisons, on s'est servi aussi pour intégrer un escalier à l'intérieur. Mais pour vous dire quelque chose que m'a rappelé même hier soir Cohn-Bendit dans son excellent film à la télévision, soyez réaliste, demandez l'impossible. On a proposé à Renéau un système intégral de cloisons. Intégral veut dire cloison, plafond et sol. Évidemment, Renéau a dit « ça ne va pas la tête, il n'est pas question ». Bon, refusé, tant pis. Mais passons à des choses sérieuses. La rue, tu veux brancher? Sérieuse, oui. Tout est sérieux. Le plan de le parti architectural, donc c'était une grande nappe. Tu as montré tout à l'heure les photos en coupe. Bon, alors vous avez tout vu. Bon, maintenant, voilà. Pour être sérieux, ce qui caractérise ce projet, c'est effectivement d'une part une grande nappe et non plus, c'est-à-dire on avait gommé complètement les bâtiments. Moi, je suis tout à fait convaincu que si on veut favoriser la pluridisciplinarité, il ne faut surtout pas faire des bâtiments qui abritent la sociologie, il faut absolument que tous les locaux qui sont les locaux, je dirais, banaux, soient réunis dans des mêmes zones et que ne soient conservés que et valoriser les locaux qui sont des locaux spécifiques, tels que, par exemple, ici, la bibliothèque. Sinon, pour le reste, l'élément le plus ambitieux de tout ça, c'est la rue. Cette rue, qui était une rue publique, c'était une rue piétonne et publique, qui permettait à la population, étudiante et non étudiante, de traverser toute l'université pour aller vers les commerces, les logements qui devaient se trouver par là ou qui devaient se par là. Et ça, c'est absolument fondamental, parce que ça découlait d'une observation, c'est-à-dire que tout le monde parlait d'intégration de l'université à la ville, mais on pouvait se demander si la Sorbonne, qui est en plein quartier latin, est intégrée à son quartier. Sûrement pas. C'est pas ça. L'intégration, c'est pas celle-là. C'est une intégration. Notre agence, à ce moment-là, était à Jussieu, et on voyait bien comment ça se passait. Jussieu, qui était encore un quartier populaire, d'artisans populaires, c'est-à-dire assez ouvert, et il y avait les étudiants. Ils ne se connaissaient pas, ils se rencontraient à quel moment? Quand les étudiants étaient au bistrot, et surtout quand ils sont au bistrot, ils ont plutôt tendance à déconner. Donc l'image qu'on pouvait avoir des étudiants était complètement faussée. Et d'une manière un peu naïve peut-être, je pensais que si la population pouvait voir des étudiants travailler, les choses peut-être changeraient. Si la population pouvait voir ce qu'est une bibliothèque universitaire, avec sa richesse, ça aussi c'est quelque chose qui pouvait changer. Mais encore une fois, peut-être que tout ça est un peu utopique, mais
l'imagination était au pouvoir. Pourquoi s'en priver? Et donc cette rue, encore une fois publique, était quand même une rue où on retrouvait tous les centres. Il fallait qu'elle soit animée, bien entendu. Donc dans cette rue, on trouvait toutes les entrées des départements. Ça, c'est l'entrée purement et simplement du bâtiment de l'université. D'ailleurs, oui, et ça c'est la rue. La définition de la rue, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu en as une autre où on voit les bancs. Non, non, bon, bref. Non. Ça, c'était le restaurant qui donnait sur la rue. Non, ça c'est l'entrée du restaurant. Non, c'est pas. Oui, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, enfin, pendant que les images défilent, je peux vous raconter. Donc, étaient regroupés sur cette rue tous les éléments d'animation, c'est-à-dire les entrées des départements, les entrées des amphithéâtres, les entrées du restaurant, enfin, tout ce qui était... La rue était à la fois... se trouvait dans des situations différentes, elle était ou bien à couvert, ou bien elle passait dans les patios. Tu montres les coupes? Elle montrait... Non, non, on est en décalage total, c'est pas grave. Non, 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 non. Non, c'est pas ça, les coupes sur les patios, sur la rue. La coupe sur le site. Bon. Donc, les situations, comment dirais, les situations étaient effectivement diverses pour diversifier les autres. Ça, c'est la bibliothèque. Et on voit par exemple que cette rue-là, elle se poursuivait à l'intérieur de la bibliothèque dans un tube qui était fermé, bien entendu. Et de ce tube, on pouvait voir le silo à livres qui est ce que tu viens de passer à temps. Voilà. Quand on passait, on voyait ce silo à livres où était en exergue, enfin je veux dire, toutes les collections. Donc voilà, quand on était dans cette rue, on avait vu, comment dirais-je, on passait au-dessus de la salle des pas perdus, de cette entrée de bibliothèque, et on voyait et on voyait en aval toutes les salles de lecture. La lecture que vous voyez ici. La double hauteur des salles de lecture qui permettait la création de mezzanines, salles de travail. Tu te rappelles? Oui. Pardon. La double hauteur des salles de lecture permettait la création de mezzanines intérieures qui servaient comme salle de travail. C'est-à-dire qu'on pouvait s'isoler malgré la continuité et l'espace des salles de la bibliothèque qui, comme vous avez pu voir, suit complètement le terrain. Voilà, la rue était là et les salles de lecture reprennent la pente du terrain. Si on revient sur les... Oui, donc voilà la bibliothèque qui, elle, était valorisée, qui avait une volumétrie un peu plus monumentale, pour les raisons que je vous ai expliquées plus tôt. Ça, c'est les collections. Ça, c'était les collections qui, effectivement, étaient là. Bon. Mais cette rue, c'était encore une fois, cette rue, c'était l'imagination au pouvoir et l'utopie au pouvoir. Parce que, surtout maintenant, avec le recul, on s'aperçoit que viennent s'ajouter à ça tous les problèmes de sécurité. Tout ça est absolument viable. Mais je pense que dans un avenir meilleur, parce qu'il y aura un avenir meilleur, dans un avenir meilleur, c'est une solution à retrouver. Il faut absolument l'intégration, ça ne doit pas être que des mots, ça doit être effectivement des réalités. Alors, j'en arrive peut-être un peu tôt à la conclusion, non? Non, on peut continuer. Mais peut-être, René, tu pourrais nous expliquer comment comment les étudiants se sont appropriés la rue. Parce que justement, comme ils venaient,
faisaient leur manif dans la rue, comment ils ont pris cette rue, comment ils l'ont pris, j'allais dire, positivement, comment ils sont spatialement, comment... Oui. Non, mais spatialement, ça a marché très bien. Il y a eu des loupés du genre, on avait oublié le passage des handicapés, il y a eu des choses comme ça. C'est vrai que... Pas rire. Non, c'est vrai qu'il y a eu des loupés, mais ça pouvait s'amender. Non, alors, oui, il faut dire quand même quelque chose, quand même, c'est que une expérience comme celle-là, pour bien faire, il aurait fallu que les utilisateurs, d'un certain point de vue, soient préparés. Qu'on leur dise, vous vivez une expérience. Parce que c'est à la fois contradictoire, c'est que le gouvernement, enfin le ministère lance une opération qui se considère comme innovante et expérimentale et ne se donne pas les moyens d'analyser comment les gens se comportent, comment ils vivent dans ces lieux-là. Et les seuls retours qu'on a pu avoir, alors, circonstance aggravante, c'est que le cursus d'un étudiant, c'est au moins maximum 3 ans, quoi, ici, là. C'était, parce que les étudiants qui faisaient partie du comité étaient déjà des vieux étudiants, enfin des étudiants. Et donc, au bout de 3 ans, ils sont partis. C'est-à-dire que, comme on n'a pas donné le relais, on n'a pas expliqué aux gens qui arrivaient, à ceux qui arrivaient derrière, à quelle expérience ils participaient, ça a été vraiment une débandade. Et on a eu comme seul retour, quelquefois, des étudiants qui venaient me voir parce qu'ils faisaient leur mémoire ou leur quelque chose, et qui me disaient, mais racontez-nous la genèse, parce que personne ne leur a expliqué. Et à ce moment-là, ils disaient, ah oui, bon, on comprend mieux, parce que c'était pas évident. La seule chose qu'ils disaient, c'est qu'on se sentait libre. Les nouveaux disaient, on est un peu perdus, et les autres se disaient, mais il y a un sentiment de liberté dans tout ça, parce que on voit à travers tout, on voit, et ça, c'était, bon, je crois que c'était positif. Et il faut dire que sentiment que je raconte mal, mais quand on a commencé à énoncer ces choses-là, il y a eu un intérêt, je dirais, avec une modestie presque mondiale. D'abord, toutes les revues d'architecture françaises, européennes, même japonaises, ont publié des choses sur ce truc-là. Ça voulait dire que ça correspondait à quelque chose. Ça correspondait à un mouvement. Mai 68, ça a été un mouvement universel, pratiquement. Donc, ça les intéresse de savoir comment dirais-je, on répondait à cette question. Mais donc en dehors de cet intérêt qui était comme on n'a jamais eu vraiment de retour. Et ça c'est tout à fait navrant. Alors bon, je sais que bon, on a quand même, il y a des choses qui restent vraies. Je suis convaincu que cette idée de ne pas construire des bâtiments qui abritent telle et telle discipline, ça c'est vrai que c'est une chose positive et qui favorise la pluridisciplinarité. C'est vrai que cette idée de la rue à terme, lorsque la situation sera redevenue normale, est une chose effectivement positive. Mais et la transparence, c'est vrai, mais ça c'est un truc qui maintenant est tout à fait acquis et qui ne l'était pas à ce moment-là. Une autre chose que je voudrais, que j'ai un peu gommé, c'est la qualité de nos rapports avec les étudiants, avec ce comité, parce que c'était effectivement pas que des étudiants. C'est que tout nous portait, mais l'imagination était véritablement au pouvoir. Et c'est pas simplement parce que c'était mai 68. J'ai eu la chance d'avoir une autre expérience qui a suivi de peu de temps, qui était le centre de recherche de l'université de Compiègne, où là, la maîtrise d'ouvrage était totalement différente. J'avais en face de moi des gens comme le président Danielou, qui était une personnalité scientifique. J'avais en face de moi des gens qui étaient soit des gens qui venaient de l'éducation nationale, soit des gens qui venaient de l'industrie. Et ces gens-là, avec eux, on a bâti un programme. Et quand je dis que pour nous, ça a été, et pour Lyon,
et pour Compiègne, une œuvre collective, et qu'à ce moment-là, l'architecture prend un autre sens. On n'a pas pu le vivre à Lyon pour les raisons que je vous ai expliquées, mais à Compiègne, c'est quand même formidable. 45 ans après, ce centre de recherche fonctionne parfaitement encore. Il n'est pas du tout dépassé. Ça veut dire que si on veut bien, de temps en temps, faire confiance aux architectes, peut-être qu'on aboutirait à des solutions qui tiendraient plus dans le temps. Alors, je sais qu'il ne faut surtout pas conclure par une note négative. Néanmoins, force est de convenir qu'il valait mieux être architecte en 1769 que maintenant. Ça, j'en suis triste pour mes jeunes confrères. Mais vraiment, tout ce qu'on a pu apporter, je crois, immodestement ou modestement, peu importe, je m'en fous, tout ce qu'on a pu apporter, c'est dommage de s'en priver. C'est architecte. C'est une matière formidable. Voilà. Donc, je termine quand même par une note pessimiste. Désolé. C'est pas fini parce que je pense qu'on va te ramener à une sorte d'optimisme, tu vas voir. Monsieur, pardon. Oui, je voudrais ajouter au pessimisme Non. Enfin, optimisme de René, les photos prises de la fac en 2017. Et une petite phrase qui est peut-être provocatrice, mais je trouve qu'elle était pas mal, non? Et qu'on va la démolir en plus. On va la démolir, hein? Alors voilà une filiation à Perret absolument un peu imprévue. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter, tu as parlé de cette relation fantastique avec Jean Prouvé, est-ce qu'il se satisfaisait de ce côté, cette non-finitude du projet? Est-ce que c'est quelque chose qui était dans son... Parce qu'il n'était pas tellement comme ça, lui, tout était absolument plié, la tôle était extrêmement précise. Est-ce que ça lui allait comme projet? J'ai failli, et j'ai cru pendant des années et des années que Jean Prouvé n'adhérait pas totalement à ce projet. Et j'avais une explication. C'était que Jean Prouvé, qui a passé sa vie à économiser la matière, à trouver toujours le meilleur parti, de tirer le maximum des choses comme ça, alors que nous, on avait utilisé toutes ces inventions, on les avait utilisées, on les avait détournées. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'est créer quelque chose qui était le fait que ce n'était pas terminé, le fait que ça incitait à changer les choses, tout ça, ce qui n'était pas, je crois, dans son caractère. Mais Raoul m'a rappelé à une réalité. Il m'a dit que je m'étais trompé et il m'a donné des preuves. Oui, absolument. Et Prouvé avait un rapport, comme vous dites, un rapport à ces bâtiments qui était mi-figue, mi-raisin. Et il m'a expliqué pourquoi. Et moi, je l'aime beaucoup et je n'ai pas voulu le laisser dans cette mauvaise impression. Il disait, toute cette structure qui sort des bâtiments, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, et il m'a dit, moi, j'aime les choses qui sont justes par rapport à l'objet qu'on veut construire. Et tout ce qui est un plus est un trop. Alors je lui ai dit, mais vous savez, M. Prouvé, en réalité, ces éléments qui sortent vont me permettre de mettre des passerelles pour nettoyer les façades. Alors, je ne sais pas s'il m'a cru, mais en tout cas, je vous assure que je lui ai dit ça. Il ne m'a pas dit arrête. Alors bon, je peux croire que... Oui. En tout cas, ces transferts de technologie avec, on l'a dit, Ronéo et le monde de la voiture, c'était quand même assez incroyable. C'était extrêmement expérimental, ça aussi. Le monde du bâtiment rencontrait celui d'autres industries. Et donc, justement, dans cette... il n'y avait pas un effet tectonique des plaques, il n'y avait pas quelque chose qui... Aujourd'hui, on dirait que ça buguait pas, ou au contraire, c'était génial, tout était à sa place. C'est quand même deux mondes, enfin... Pour souvenir du chantier, c'est quand même deux mondes qui se heurtaient. D'un côté, il y avait les bétonneux, ceux qui coulaient des mètres cubes de béton, et puis les autres qui arrivaient avec leurs matériaux finis. C'était
Oui, c'est ça. Non, mais il faut se souvenir que les taux de tolérance en industrie, c'est le millimètre, et dans le bâtiment, c'est le centimètre. Alors, évidemment, ça a été un moment, ça a été quand même un moment éprouvant. Les industriels ont cru, en arrivant, qu'ils allaient conquérir ce marché. Et je crois que la leçon qu'ils en ont tirée, c'est que non, c'était plus compliqué que ça, qu'il fallait attendre. Néanmoins, dès qu'ils ont abordé les chantiers, ils ont apporté tout un savoir-faire, une précision, une définition de précision qui n'existait pas auparavant. Et je crois que ça a été un bienfait pour le bâtiment et pour les industriels. Et je crois que j'ajoute quelque chose par rapport à cet monde totalement différent d'aujourd'hui. Il y avait un seul ordinateur en France, IBM, qui occupait tout un étage. Et c'est là où Petrov, pendant des jours et des nuits, devait perforer les fiches qui ont passé dans l'ordinateur. Ça lui a coûté une fortune. Il n'a pas trouvé des compagnies d'assurance, il faut le dire. Finalement, on a trouvé une compagnie d'assurance qui a accepté de jouer les jeux, mais jusqu'à 50%. L'autre 50%, il a fait la quête auprès des compagnies d'assurance pour compléter les 100% d'assurance indispensables pour continuer à bâtir. Donc, c'était une époque absolument extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'il fallait avoir le goût du risque, enfin l'inconscience du risque pour se lancer dans un truc comme ça. Mais nous avons eu une autre insouciance, mais tout autour de nous, tout le monde l'a eu. Le ministère qui nous a suivis jusqu'au bout, sauf quand même, il faut dire, quand on fait un projet de cette importance, il se fait en plusieurs tranches. Et quand on a fait la deuxième tranche, quand on a lancé la consultation de la deuxième tranche, bien sûr, la structure Petrov était plus chère que la structure qu'on a dû prendre, mais personne n'a osé prendre le mieux 10 ans, on a pris le moins 10 ans, on s'est retrouvé avec une structure du château et tout le système s'est effondré. Et comme par hasard, la partie actuelle faite dans la deuxième tranche est juste bonne à démolir, quoi. Alors, Petrov soutient que du château a fait un plagiat. Est-ce qu'il y a des descendants du château ici? On ne va pas polémiquer. Ah ben, écoute, c'est écrit, c'est publié dans le 4e livre de Sulzer. Il y a une lettre de Petrov dans laquelle il dit précisément qu'il avait déposé un brevet avant et qu'il n'a pas pu faire des, comment on dit, opposition à l'utilisation du château. En tout cas, ce qu'on entend, c'est que c'était une université expérimentale. Elle a déjà fait des petits très vite. C'est que l'université de Compiègne, le centre de recherche, il est dans l'affiliation directe. Donc en fait, là, il y avait quelque chose de l'ordre de l'expérimentation avec justement des choses qui... Mais c'est ça la recherche, non? C'est que alors, vous étiez dans une recherche forcée, là, de toute façon. Alors qu'entre-temps, pour Compiègne, entre-temps, il y avait eu le drame du collège Paillon, où je ne sais combien de dizaines d'enfants étaient morts incendiés dans un établissement en structure métallique, ce qui fait qu'en France, pendant des décennies, on n'a plus pu construire en métal. Dans le micro. Oui, excusez-moi, manque d'habitude. Oui, pendant des décennies, on n'a plus pu construire en métal. Parce qu'il y avait toujours, vous n'allez pas envoyer nos enfants. Et on a inventé, justement, à l'agence, on a inventé un système qui offrait les mêmes avantages que le système. Enfin, c'est vrai. Enfin, le gros avantage, c'est qu'on pouvait progresser dans 3 directions et également qu'on pouvait faire passer les fluides sur toutes les surfaces construites. Et puis c'est surtout, mais c'est au niveau de la méthode, tout à l'heure quand j'en parlais, c'est au niveau des relations avec le maître d'ouvrage, qui me semble, encore une fois, pour moi, si j'étais ministre, non, mais c'est ce que je plaiderais, c'est redonner aux architectes une place qu'ils n'auraient jamais dû perdre.
Voilà. Alors, si tu le permets, on a retrouvé une archive assez exceptionnelle de cette époque. On fait comme à la télé, hein. Donc, on a retrouvé une archive et c'est formidable parce que tu n'as pas changé. Le premier qui rit, vous allez voir ça. Ce qui est intéressant, c'est justement le contexte avec, tu parles du maître d'ouvrage, il y a le recteur de l'université, tout ça qui parle du projet, mais aussi sociologue, le fameux Flamand dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on lance l'image et puis après, on ouvre les questions à la salle. On va peut-être baisser un peu la lumière, non ? Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Tu connais pas ce truc-là ? La technique, toujours la technique. Voilà. On y était presque. Donc c'était l'ORTF à l'époque. Hein. Prends le micro. Là. Oui, il faut placer ça dans le contexte quand même. C'est l'ORTF. Non mais oui, l'ORTF, qui était l'office de la télévision à l'époque, a fait un documentaire sur cette université. Et je me souviens pas du nom du réalisateur, qui était un type très connu, toujours un petit béret basque, et qui disait sans arrêt, il répétait, ici c'est la liberté. Mais l'ORTF a été supprimé quelques mois après, et le film n'est jamais passé de télé. Mais il doit exister quelque part d'ailleurs. Hein. Mais c'est pour ça qu'on le repasse ce soir. C'est une résurgence. Il va finir par arriver. Alors, la relation avec le patron de l'université, le recteur, elle était très bonne, non ? On a l'impression à travers ce film qu'il croit beaucoup dans ce projet. Là, c'était pas le recteur, hein, c'était le doyen que tu as vu. Celui qui parle d'un accent un peu dental. Voilà. Les études littéraires allemandes. Il avait tout compris, lui. On peut peut-être le passer une autre fois, non ? En tout cas, on peut prendre une première question. Voilà ce que je vous propose en attendant que le document se mette en place. Qui voudrait... Jean Perrottet. René, tu as parlé de ceux qui construisent en béton et ceux qui construisent en acier. Tu as fait deux catégories. Alors, il se trouve qu'il y a des gens qui étaient en même temps très influencés par Le Corbusier et par Jean Prouvé, c'est-à-dire qui ont construit en béton et en acier. Je ne suis pas certain de... Système mixte, c'est ça. C'est le et en même temps de l'époque, voilà, en fait. Oui. Hein? D'ailleurs, tu as aussi construit... Non, parce qu'en même temps, je vois des gens qui sont là dans le... Et je suis troublé. Tu peux reformuler, je m'excuse. Hein. Pourquoi c'était pas compréhensible? Mais non, c'est pas ça, c'est... J'ai pas branché mon appareil. Non, je plaisante. Je pensais à autre chose. Tu veux que je répète? S'il te plaît. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure des gens, des bétonneux, et puis de ceux qui construisent en acier, c'est-à-dire qui étaient plus expérimentaux. D'ailleurs, quand tu as dit tout à l'heure aux étudiants qui participaient à une expérience, c'était un peu dangereux. Tu aurais peut-être dû leur dire qu'ils participaient à l'avenir, parce que les expériences, en général, on les abandonne. Oui. Donc, puis je reviens aussi, c'est qu'il y a des architectes qui ont été en même temps construits en béton, mais qui ont construit en acier. Ceux qui avaient comme modèle Le Corbusier et Jean Prouvé. Oui. Donc je ne sais pas si la dichotomie plus compliqué que ça. Oui, je crois que c'est plus compliqué que ça. Je crois que moi, j'aurais continué, si tu veux,
pour le centre de recherche de Compiègne, j'aurais continué en métal. Parce que je trouvais que c'était formidable, tous ces éléments qui pouvaient s'assembler les uns aux autres, ce jeu de mécano, c'était quand même absolument extraordinaire. Le béton est beaucoup plus statique dans ses composants, mais c'est un peu contraint et forcé. Il y avait deux aspects, c'est-à-dire que les gens de Compiègne m'ont dit le métal pour nous c'est dangereux parce qu'on manie beaucoup d'acide et on aurait des problèmes de corrosion. C'est la première chose. C'est vrai, c'était imparable. Et sinon, pour le reste, bah, c'était Les étudiants résistaient à la corrosion aussi. Ça, c'est le causticité de, oui. Causticité de Perrotet, ça. Oui, les considérations sur le budget. Cette opération, est-ce que vous aviez no budget? Alors le budget, il était... Oui, est-ce que vous expérimentiez budgétairement? Non, c'est pour le vrai, dire autrement. Encore une fois, c'est vrai, ça, et grâce soit rendue à ce ministère, où il y avait quand même beaucoup de gens intelligents, ouverts, qui avaient compris les enjeux. Et c'est vrai que financièrement, à aucun moment, cette fameuse Jacqueline Canipel, qui est, les architectes devraient lui construire une statue, allait avec son dossier aux finances et plaider son dossier et leur racontait à quel point c'était merveilleux et qu'on pouvait changer les escaliers de place et qu'on pouvait formidable, c'était ça. Et elle obtenait toujours des rallonges, c'est vrai. Mais sans cette aide, vraiment jamais ce serait. Et c'est simplement à la deuxième tranche où là il y a eu une espèce de raideur, d'abord, qui a fait qu'on n'a pas pu continuer, quoi. Donc, budget, soyons pas vulgaires. C'est avant le choc pétrolier, la question environnementale. Oui, alors ça, il faut bien reconnaître que cette construction maintenant est tellement obsolète que il suffit de voir... il n'y avait aucune préoccupation, ça n'existait pas. La préoccupation de l'isolation thermique n'existait pas. Mais vraiment, parce qu'il n'y avait pas eu le premier choc pétrolier. Le fait d'avoir économisé les énergies, c'est une chose qui vraiment, ça n'entrait pas à aucun moment dans nos réflexions. Et par ailleurs, les niveaux de confort ont vraiment beaucoup changé. Quand on voit les niveaux d'éclairement qu'on avait à l'intérieur des classes, à l'intérieur des circulations, le niveau de renouvellement d'air également, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on m'a dit un jour, on m'a appelé pour me dire il faudrait peut-être qu'on change un peu les façades, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est vrai que, voilà. Mais c'est des conditions qui étaient parfaitement vécues et qui existaient dans toutes les autres constructions. Voilà. Georges Morios. Merci. Jusqu'à quelle époque à peu près ça a été bien vécu par les étudiants et les enseignants, disons à partir du début, à partir de 71? Jusqu'à quel moment? Parce que tu dis qu'on va la démolir là maintenant, etc. Mais est-ce qu'il y a, mettons, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était encore bien utilisé Non, il y a eu un abandon, comme tous les locaux d'enseignement supérieur et d'autres. Il n'y avait pas un franc qui était consacré à l'entretien. Et c'est vrai que c'est totalement dramatique. Et que petit à petit, les choses... La première manifestation d'usure, c'était les fixations des panneaux oblongs que vous avez vus tout à l'heure. Les fixations étaient en aluminium moulé, et puis il y a eu une fatigue, et un jour, il y a un panneau qui est tombé et qui a failli blesser un étudiant. C'est vrai que par rapport à des choses comme ça, tu peux pas dire non, c'est pas possible, il faut respecter l'architecture telle qu'elle était, tu es bien obligé d'accepter des modifications. Non, un bâtiment comme ça, surtout qui a une grande charge, il y a beaucoup d'étudiants quand même, s'use terriblement. Et encore une fois, c'était
c'était pas possible. Les choses de ce point de vue ont bien changé. Je peux te poser encore une question, René? Voilà. Ton université existe toujours. L'école d'architecture de Calice à Nanterre n'existe plus. Oui. Qu'est-ce que tu en penses et où se trouve le problème? Il n'existe plus comme elle a changé de vocation. Elle n'a rien changé, Elle a disparu. Elle va être démolie un de ces jours. Alors, L'État attend que tout le monde se fatigue, ceux qui font des pétitions, et puis le jour voulu, l'école sera démolie et sera cédée à un promoteur. non, mais pour ce qui concerne Lyon, Lyon-Bron, il y a dans le projet de développement de... Parce qu'effectivement, il s'est construit beaucoup de choses tout autour. Hein, et... Ah oui, bon. Non, je vous laisse. Pas baisser la lumière. Son. Il n'y a pas de son. Le son. Putain. Le sociologue. Jean, repose ta question le temps que... Une nouvelle? Oui, vas-y, Jean. Pour une population universitaire. D'autres questions de Jean Perrotet. Et plus largement. Je pense une chose de l'école d'architecture de Nanterre, c'est le dernier travail que Calice a fait à la UA. C'est-à-dire de faire en sorte que... Il parle, Jean, parle. On ne les entend pas? On va peut-être un jour arriver au parlant, dans des espaces après le muet. entre des bâtiments, mais que Vous les êtes bâtiments... puni parce que vous vouliez me faire une vacherie, en fin de compte, ça fait le big total. Là. Bon, il n'y a pas de son. Donc je continue. Voilà. Pardon. Oui, donc Calice a fait, c'est le dernier projet qu'il a commencé à la UA. Oui. Moi, je n'étais plus associé avec lui, donc je ne l'ai pas signé, mais j'aurais bien aimé. Et par ailleurs, j'étais associé avec Fabre pour retravailler sur le théâtre de la ville pour faire des gradins en béton bien solides. Oui. Et l'école d'architecture de Nanterre, enfin, je pense que c'est un bâtiment qui pouvait évoluer. Je ne sais pas pourquoi il était abandonné, parce qu'il existe encore à l'école nationale des beaux-arts une section archi qui n'a rien à y faire. Et je pense que ça aurait été mieux de restaurer cette école et puis d'y mettre cette section d'architecture. Mais les enseignants et les étudiants préfèrent rester dans le cœur de Paris. On parle du rapport Borloo pour les banlieues, mais ça existe aussi pour les lieux d'enseignement supérieur. Il faut demander à Francis Solaire qui nous arrange ça. Voilà, on a la chance d'avoir Francis Solaire parmi nous, qui je le rappelle, il a dessiné le projet aussi à l'agence de Calice. C'est ça qui est assez intéressant. Donc il peut peut-être parler justement de cette conception du proliférant, de cette autre utopie construite à Nanterre. Francis. Oui, quand René, tu dessinais ça dans les années 68-69, le bâtiment de Nanterre, donc avec Jacques Calice, on l'a dessiné dans les années 73-74. J'étais encore en 4e année d'architecture et je travaillais chez lui il venait de quitter la UA pour aller à Aubervilliers et on a dessiné ce projet que j'ai visité. Études germaniques, études françaises et sciences de l'homme et de son environnement.
On va revenir. Par conséquent, Dès le 15 novembre, 2000 étudiants prendront la route de Bron-Parilly pour se rendre à la nouvelle université Lyon 2. Ils y trouveront une université en plein chantier, une partie des locaux seulement étant terminée. Bron-Parilly sera une université expérimentale dans des locaux expérimentaux. C'est le fruit de la loi d'orientation. 1971 sera l'an 1 de l'université nouvelle. Cet ensemble pilote est l'œuvre non seulement de l'architecte, mais aussi des enseignants, des étudiants et des sociologues. Tous ont participé à l'élaboration d'un programme de construction répondant aux besoins administratifs et pédagogiques. Nous les avons réunis dans l'enquête que voici. Je crois qu'il est important d'insister sur la collaboration qui a eu lieu à tous les moments de la recherche entre toutes les personnes intéressées. Collaboration qui a abouti à la définition d'un programme qui cherche à définir véritablement un outil pédagogique qui ne soit pas destiné seulement au seul enseignement supérieur, mais qui puisse répondre de façon plus ouverte aux multiples besoins qui existent aujourd'hui en matière d'éducation et en matière d'activité culturelle, à la fois pour une population universitaire au sens strict du mot, mais plus largement pour une population urbaine, celle qui existera dans quelques années autour de cette université. Parce qu'on a essayé de faire ici, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un anti-campus. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait d'une part que l'université soit en fin de compte intégrée à l'ensemble de la cité, qu'également les étudiants se retrouvent dans des espaces qui ne sont pas des espaces entre des bâtiments, mais que les bâtiments, enfin les différentes fonctions que l'on peut remplir dans un ensemble universitaire se retrouvent dans un continuum qui est à la fois des espaces d'enseignement, des espaces de détente. Nous avons choisi des techniques qui nous permettent de mettre en œuvre tout ce que nous avons défini au niveau du programme, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient évolutives, c'est-à-dire qu'effectivement tous les éléments, qu'ils soient cloisons, qu'ils soient façades, sont démontables. On peut même changer un panneau vitré et le remplacer par un panneau plein. On peut faire une multitude de choses. Vous voyez d'ailleurs les possibilités techniques de cette structure sont évidentes. Il suffit de boulonner, de juste apposer des éléments. Et puis on peut faire continuer le bâtiment suivant les besoins en nappe continue. On n'est pas du tout, on tourne le dos à cette architecture traditionnelle de bâtiments fermés sur eux-mêmes. Cette université a un présent, nous le voyons ici. Elle a aussi un avenir, mais son implantation et sa situation géographique ont soulevé quelques difficultés, M. Pelletier. En effet, puisque nous sommes placés un peu à l'extérieur du tissu urbain et à proximité d'un échangeur autoroutier. Cela a à la fois des avantages et des inconvénients. Avantages puisque nous sommes accessibles facilement, particulièrement par le public motorisé, et inconvénients puisqu'il nous a fallu organiser en quelque sorte un quartier autour de l'université pour que celle-ci, conformément aux principes actuels, soit ouverte précisément à l'animation culturelle et sociale de son environnement. Ces bâtiments inachevés accueillent donc cette année 2000 étudiants. Ils seront 8000 dans 2 ans. Ils font partie de l'expérience tentée à Bron-Parilly, une rude tâche pour le président de l'université, M. Lassalle. Du point de vue pédagogique, vous savez que nous y implantons 3 premiers cycles d'unité, études germaniques, études françaises et sciences de l'homme et de son environnement. Par conséquent, les étudiants en lettres y suivront des duels classiques, mais dans le cadre de ces duels classiques, ils pourront également y obtenir des valeurs optionnelles qui donneront à leur formation une coloration pluridisciplinaire, initiation au droit public, initiation à l'informatique, initiation à la sociologie. Il y aura même une initiation au secrétariat supérieur. Tout cela rentre dans le cadre de l'objectif que nous poursuivons, c'est-à-dire faire de Bron-Parilly une université qui est conforme aux principes de la loi d'orientation, une université qui est pluridisciplinaire et qui s'efforce de trouver pour l'ensemble des étudiants des débouchés adaptés. Eh bien, cet amphithéâtre de Bron-Parilly est à l'image de la nouvelle université, en ce sens qu'il y a, disons, une ouverture dans tous les azimuts. Oui, en effet, l'ensemble universitaire de Bron-Parilly peut se définir par l'ouverture.
cet ensemble universitaire est ouvert sur le monde extérieur d'une part et sur lui-même d'autre part. Sur le monde extérieur du fait de l'architecture elle-même, la rue, le forum, et ouverture sur elle-même du fait de toutes ces vitres qu'on a vues dans les salles de cours, du fait de la conception des locaux qui tend à regrouper les étudiants et à faire que vraiment à Bron il y a une communauté et que Bron est vraiment une âme. Votre président m'a dit que Bron-Paris ne sera pas un nouveau Vincennes, mais n'avez-vous pas un peu l'impression que d'ici l'achèvement des travaux, les étudiants vont prendre des habitudes et ne vont pas se replier sur eux-mêmes comme dans toute université classique? Je pense que c'est un risque, effectivement, qui est très certain. Mais de ce côté-là, je crois qu'il est du devoir justement des autorités universitaires de faire en sorte que les étudiants n'aient pas la tentation de se replier sur eux-mêmes. Le problème, remarquez, qui se posera et qui accentuera peut-être ce repliement, ce sera peut-être la construction justement de cités universitaires sur place aussi dans le futur. Et je pense que là, il faudrait peut-être trouver une formule originale permettant en même temps une certaine symbiose avec le milieu extérieur et non pas une isolation de l'étudiant sur lui-même dans le centre universitaire Lyon 2. Oui, à propos de la loi d'orientation, les travaux ne seront achevés qu'en 1973, alors que deviendra cette notion d'ouverture au public? Alors, je crois que pour le moment, cette notion d'ouverture au public reste, si j'ose dire, virtuelle, n'est-ce pas? Au départ, l'idée qui a présidé à la naissance de Bron-Paris a été d'en faire une université intégrée, c'est-à-dire lieu de communication entre les étudiants et le monde quotidien qui les environne. Mais il est bien entendu, vous voyez le chantier, vous voyez la situation actuelle de Bron-Paris, il n'y a encore aucune urbanisation, ou très peu d'urbanisation dans une zone qui est assez déserte, et par conséquent c'est un problème qu'il faudra aborder dans l'avenir. Bron-Paris ne sera pas un second Vincennes. Nous le souhaitons. Maintenant, nous avons traduit dans l'espace un programme, encore une fois, défini non pas par des architectes, non pas par des programmateurs, mais par de futurs utilisateurs. Nous espérons avoir réussi. Maintenant, l'essentiel reste à faire, à savoir comment est-ce que les utilisateurs utiliseront cet équipement. Nous ne sommes, nous, que des metteurs en forme, enfin, si je puis dire. Le plus important reste à faire. Bon, ben voilà. Oh. Voilà. Je repasse peut-être la parole à Francis qui a été interrompu par le document qui est arrivé. Non, c'est pas grave, tout est dit dans ce document. Je crois que ce qu'il y a de magnifique, c'est que on était à l'époque, enfin moi j'étais étudiant, rentrant en 68 à l'école, et on avait ce bâtiment en ligne de mire parce qu'il était la traduction exacte de tout ce qu'on entendait, tout ce qu'on voyait, toutes les maquettes qu'on faisait, toutes les réflexions qu'on avait dans les ateliers. C'est-à-dire, Lyon-Bron était le modèle qui est par excellence de la traduction physique dans l'espace, comme tu le dis René dans le reportage, de ce qui était le moment, quoi. C'est-à-dire les étudiants avaient la parole, les programmateurs disparaissaient, les architectes ne faisaient que mettre en forme ce que disait le peuple, je dirais d'une certaine façon. C'est bien le problème qu'on a aujourd'hui, comme le peuple n'aimait plus rien, les architectes n'émettent plus rien. Donc ça, c'est un problème d'aller-retour très, très, très simple, c'est-à-dire que peut-être la mauvaise qualité qu'on trouve de l'architecture aujourd'hui vient aussi du fait que le discours ambiant n'est peut-être pas si déterminant que ça et si précis que ça. Ce que je voulais dire, c'est que ce matin, j'étais justement à l'école d'architecture de Nanterre, dans le bâtiment de Jacques Calice, avec Serge Calice, son fils, pour visiter. Parce que ce bâtiment, tu l'as dit, je l'ai dessiné quand j'étais jeune, mais ce qui était intéressant quand on dessinait ça avec Calice, c'est qu'on était quelques années après ce bâtiment, parce que ce bâtiment est quand même plus emblématique. Il est vraiment le début du proliférant mis en forme par un architecte. Et ça, c'est vraiment, la René a été, on peut dire, en France, le premier. Et tout de suite derrière arrivent deux bâtiments importants dans le proliférant qui marquent, c'est Renaudie avec les logements de Jeanne Hachette à Ivry, et le bâtiment de Jacques Calice, donc à Nanterre. Mais le process de définition d'école de Nanterre, puisque je l'ai vécu, n'est pas du tout celui-là. C'est-à-dire que là, les étudiants construisaient leurs propres espaces, alors que Calice en devenait le traducteur, alors que l'école même du P1, à l'époque, demandait à construire sa propre école.
Et elle avait été confiée à Jacques Calice, qui était le traducteur d'une certaine tendance, mais refusé par les étudiants d'ailleurs à l'époque, parce qu'il était fait par un architecte qui n'avait pas la mission des étudiants de déterminer leurs propres espaces. Donc néanmoins, ce bâtiment s'est fait dans une complexité inouïe, et c'est là où va venir ma question, c'est qu'est-ce que devient ce bâtiment dans sa pérennité? Parce que quand on visite le bâtiment de Nanterre, c'est quand même une ruine absolue. Il a été abandonné en 2004, il y a des gravats partout, la végétation a pris le pas sur l'architecture, tout est dans un état, c'est une poubelle, c'est une véritable poubelle. C'est à la fois scandaleux que l'État laisse ces bâtiments-là d'une quelle qualité dans cet état-là, c'est quand même un vrai scandale. Aujourd'hui, il est mis en compétition dans un appel à idées qui va rentrer dans le cadre du Grand Paris, et on va trouver bien évidemment des maîtres d'ouvrage, des promoteurs qui vont ou proposer la démolition complète du bâtiment pour faire de l'immobilier, ou essayer de garder en partie ce bâtiment pour en faire quelque chose. Mais qu'est-ce que devient ces choses qui sont quand même construites avec beaucoup de fragilité, parce qu'on sait très bien que ça vieillit très très mal et que très vite ça se dégrade, et que, comme tu dis, il n'y a pas un franc à l'époque ou un euro aujourd'hui pour les réparer. Qu'est-ce que ça devient, ce bâtiment? Non, ce qu'elle devient, il y a une étude très, très ambitieuse qui est faite sur le développement du campus qui s'appelle maintenant le campus Alpes du, je sais pas. Pardon? Porte des Alpes, oui. Et ce qui est prévu, c'est qu'il y a une petite partie qui va être conservée, donc la partie initiale et la bibliothèque, mais qui va changer complètement de vocation. C'est-à-dire que la bibliothèque, et c'est certainement vrai que les bibliothèques telles qu'on les concevait il y a 50 ans ne fonctionnent plus bien avec les techniques modernes. Donc, et comment dirais-je, cette bibliothèque va devenir un learning center, je crois. Il n'y a pas de mot français, alors on utilise celui-là. Ça, je trouve, c'est quand même un peu triste, c'est pas grave. Donc, voilà, on va complètement changer la vocation. Mais sinon, tout le reste, une partie et Petrov et le reste de la partie du château vont être démolis. Parce que eux, vraiment, pour le coup, n'ont pas tenu du tout la route, et c'est vrai que c'est un état. Alors que la partie Petrov, prouvée, se comporte pas mal. Évidemment, c'est des problèmes de la peinture, de changer une plaque de faux plafond quand elle s'en va. Ça, c'est véniel. Mais pour le reste, ça a vraiment bien tenu. Hein. Ça, c'est vrai. Bon, les stores, tout ça, bon, toutes les bricoles. Mais sinon, le bâtiment a bien tenu. Mais néanmoins, alors, et je dois dire que les gens qui font cette étude actuellement sont des défenseurs de la conservation de ce bâtiment. Et en plus, et la bibliothèque. Alors la bibliothèque, je ne sais pas, il lui prête des vertus que, enfin bon, moi ça me flatte. Hein. Mais les bâtiments, ils le gardent parce que c'est dans l'esprit comme Calice, il y a des mouvements qui ont été montés, et j'en fais partie, pour conserver cette œuvre qui est quand même significative d'une époque. Ah, mais ils le gardent parce que c'est significatif d'une époque, ou parce que ils veulent pas le démolir pour des raisons tout simplement pas du tout. financières. Non, vraiment, les gens que j'ai vus d'ailleurs le font par conviction et parce qu'ils mesurent tout ce que ça signifie dans l'histoire de l'architecture, Non, ça c'est, moi j'étais très flatté et très content de voir qu'ils se faisaient leur propre défense, ils se faisaient les défenseurs. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Mademoiselle, on va vous donner un micro. Bonjour, j'en profite pour intervenir puisque je représente l'agence UAPS, justement. Je suis la coordonnatrice du projet de transformation du campus, et ainsi que le cahier de prescription urbaine du concours, urbaine et architecturale du concours. Du coup, je pourrais répondre à la question qui est posée. La conviction, c'est qu'au-delà du patrimoine physique architectural, on a aussi établi ce qui nous semblait être du patrimoine immatériel. Donc, en l'occurrence, tout ce qui est projet qu'on avait pu comprendre dans votre démarche initiale, on a essayé
d'en faire des fers de lance et de défendre aussi toute la position et la posture que vous aviez pris initialement, au-delà de conserver physiquement des édifices. Voilà, si je pouvais apporter un petit élément de... Tous les usages et pour comment ils ont été amenés, et, le travail sur les patios, sur les transparences, voilà, tout ça c'est des choses qui dépassent la physique du bâtiment. Bonsoir. Ce bâtiment, vous l'aviez conçu de manière à ce qu'il soit évolutif. Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a... Ça, la leçon, j'ai construit plusieurs équipements universitaires, avec tous l'ambition d'être évolutifs. Et en dehors du centre de recherche de Compiègne, et pour les raisons que j'expliquais avant, les locaux ont changé. Pour le reste, rien n'a jamais changé. Ça, je crois que l'évolutivité, les grandes portées qu'on faisait pour pouvoir permettre justement, ça c'est de l'argent qu'on achetait par les fenêtres. Curieusement, les gens se restent figés dans les locaux tels qu'on leur donne. Et, pardon ? L'intérieur a été changé. Oui, donc voilà, non, ça c'est... Évoluer un peu l'intérieur. Ouais. Francis. Comment tu as été choisi? Oui, non, mais c'est vrai, tu venais pas de nulle part. Attends, tu n'étais pas inscrit juste à l'ordre des architectes, ils ont non, voilà. Non, pas sur une liste de... Non, mais parce que ça ajoute à l'invraisemblable. Ça ajoute à l'invraisemblable. Qui nous intéresse. Alors, voilà. J'étais à cette époque sympathisant PSU, pour tout vous dire. On y est. Non, mais attends, ça s'arrête là. Je n'ai jamais été encarté de ma vie, donc... anarchiste bref. avant avec... Mais j'étais avec sympathisant, c'est vrai. Et un jour, un copain me dit, écoute, ce soir, on se réunit à 6 ou 8, pour discuter de ces choses-là. Il y aura Rocard. Alors Rocard, à l'époque, on ne connaissait pas trop bien, je sais pas. Et donc, il y a eu cette soirée, très sympathique. Rocard parlait. Au bout d'un quart d'heure, on était largués et on parle d'autre chose. Et j'avais en face de moi quelqu'un qui, à un moment donné, me dit mais vous qui êtes architecte, dites-moi pourquoi l'architecture des universités est si mauvaise. Alors je lui dis dans un réflexe comme ça, parce que je lui dis c'est certainement parce que ceux qui les choisissent ne sont pas bons. J'apprends quelque temps après que c'était la personne qui désignait les architectes au ministère. Vrai, c'est tellement vrai que j'ose pas raconter cette anecdote, sauf si c'est une histoire incroyable. Quelques mois après, je ne sais pas à quel niveau, mais le cabinet se réunit et donc on lance les deux fameuses opérations, celle de Vincennes et celle de Lyon. Et quelqu'un du cabinet, je crois que c'était Alliot, qui était chef de cabinet, qui a été un type aussi extraordinaire, a dit, bon, écoutez, pour Lyon, il faut que vous me trouviez quelqu'un qui tienne la route, parce que sinon, ça va être le massacre. Et la personne avec qui j'avais dit, c'est certainement parce que vous n'êtes pas bonne, qui a dit, écoutez, moi j'ai une petite idée, vous me laissez réfléchir un peu. Et effectivement, elle s'est renseignée, comme architecte, est-ce que je tenais la route, est-ce que j'avais fait déjà les choses, tout ce qui s'en suit. Et quelques jours après, elle a soumis mon nom, elle a proposé mon nom au comité, pas au comité, mais au cabinet. Et c'est comme ça que j'ai reçu ce télégramme, être désigné pour construire l'université comme ça. Alors, si vous avez des choses à dire, il ne faut pas vous priver, hein, parce que ça peut rapporter gros. Non, vraiment, c'est une histoire invraisemblable. Il n'y avait aucune raison. Le mode de désignation des architectes n'est plus du tout le même, je te rassure. Je te rassure, il n'est plus du tout le même maintenant. Oui, c'est plus du tout pareil. Ouais. Il est choisi entre Bouygues, Vinci et Eiffage. Oui. Bon, bref, voilà cette histoire qui ajoute au merveilleux. Et c'est pour ça, chaque matin, enfin, plus maintenant moi, mais chaque matin, je me disais, quelle chance, alors, j'ai eu une vie chanceuse. Vernis. Non, c'est vrai, incroyable. Et j'en suis très content.
Magnifique. Voilà.